va parler un tout petit peu comment ça fonctionne. Et premièrement, on va se rendre compte que nous avons vraiment parcouru un long chemin en seulement quelques années. On oublie souvent qu'est-ce qu'on a réussi. Alors, ça c'est déjà un papier de 2022 et j'utilise des images parce que c'est simple à comprendre. Alors, ici, je vous montre plusieurs photos qui vous montrent une évolution de la performance de l'intelligence artificielle. Ça devrait être ici, sur cette photo, ça devrait être un kangourou qui porte un sweat à capuche orange avec des lunettes de soleil bleues sur l'herbe devant l'opéra de Sydney et qui a un signe qui dit Welcome Friends. Bon, ok, ça c'est je ne sais pas, une bizarre créature qui porte un pyjama, je n'ai aucune idée ce que c'est. Alors, on va maintenant augmenter le nombre de paramètres, c'est-à-dire un modèle qui est plus performant, et on arrive à ça. Maintenant, ça ressemble un tout petit peu à un kangourou, mais là c'est le deuxième kangourou qui porte rien. Alors, bon, un peu meilleur. On continue, on augmente encore une fois le nombre de paramètres, un facteur 4. Maintenant, on a déjà l'impression que c'est vraiment, ça pas mal, correspond au texte, mais ce kangourou ne sait pas écrire de tout. Et finalement, si on multiplie encore par un facteur 7, on arrive à quelque chose qui est parfait, qui correspond vraiment au texte donné. Alors, tout ça, on peut résumer dans l'hypothèse d'échelle. L'hypothèse d'échelle nous dit il faut simplement augmenter le calcul, augmenter le nombre de données, augmenter la taille du nombre de paramètres qui représentent un modèle et la performance va augmenter. Ok. Comment ça fonctionne sous le capot? Alors, sous le capot, on a des réseaux neuronaux qui peuvent représenter n'importe quelle fonction. Alors, ici, vous avez un espace de toutes les fonctions, mais peut-être un autre problème, ça c'est la solution optimale, et maintenant l'humain peut essayer de faire l'approximation, et si on a un certain choix de réseau, on peut faire peut-être comme ça. Maintenant, on va prendre des réseaux qui sont beaucoup plus grands et on arrive à encore mieux approximer cette fonction. Et c'est vraiment, plus c'est grand, mieux c'est. À la fin, on peut approximer avec une précision arbitraire toute fonction avec des réseaux neuronaux. Ça, c'est la puissance de cette technologie. Et on n'a même pas besoin d'aider cet algorithme. Alors, par exemple, si vous voulez identifier les chats, on n'a pas besoin de dire ah, il y a des oreilles, il y a des yeux, il y a des nez, un chat devrait être. Non. Parce que si on fait ça, on a essayé ça à l'époque, avec l'intelligence artificielle, si on essaye de décrire exactement qu'est-ce qu'on s'attend, on va trouver toujours des cas pathologiques, comme et ça va échouer. Et ce qui reste à faire, c'est juste entraîner. Montrer des exemples, toute l'échelle des exemples possibles, et ça la puissance de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, c'est le temps d'introduire quelques histoires de succès dans notre domaine de physique des particules à haute énergie et comment on a utilisé l'apprentissage automatique. Alors, numéro 1, je vais vous raconter une histoire de comment on peut améliorer la sensibilité d'un algorithme avec l'apprentissage automatique. Comment on peut accélérer la simulation. La simulation, on va en parler, c'est indispensable, mais c'est aussi le boulot d'étranglement au niveau des calculs. Et finalement, troisième histoire sur est-ce qu'on peut automatiser la découverte de particules. Alors, numéro 1, sensibilité. Alors, maintenant, je vous présente un exemple
graphiques qu'on produit chez nous dans des collaborations qui sont souvent très très complexes. J'ai déjà envoyé beaucoup d'informations pour vous. Alors, tout ce qui est intéressant pour nous, c'est 2017, avec une de mes étudiants, j'ai conçu un algorithme qui peut séparer une sorte de particule d'une autre sorte de particule, et ça c'est un facteur de qualité biologique, comment on fait. Et c'était la première fois qu'on a utilisé le deep learning, vraiment l'apprentissage profond avec beaucoup de couches dans les réseaux neuronaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, on a fait le meilleur, c'est fini, il faut plus étudier ce problème. Mais plusieurs années plus tard, j'ai eu un autre étudiant qui a dit, ah, il y a des nouvelles architectures, je veux bien essayer de résoudre le même problème, juste avec une autre technologie de l'apprentissage automatique. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Une amélioration de ce facteur de qualité, facteur entre 4 et 6. Et l'architecture s'appelle les transformers. Et on va les rencontrer encore dans cette présentation. Et c'est vraiment, on ne sait même pas si on a déjà atteint un plateau ou si ça va continuer. Alors on va continuer à essayer d'améliorer les algorithmes avec les nouvelles architectures de l'apprentissage automatique. Histoire numéro 2, il s'agit des modèles génératifs. Et ici, l'avantage, c'est une fois qu'ils sont entraînés, on peut les appliquer très vite. Ça ne coûte pas cher. Le calcul, ça ne coûte pas cher. Et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ils peuvent faire un mapping entre des nombres aléatoires à n'importe quelle structure. Alors, je donne la structure, ça c'est l'objectif de produire plus des exemples d'une certaine structure, de modéler les vraies données. Et on a montré déjà en 2018 que ça marche très bien avec, par exemple, des images et des visages. On peut juste générer des images avec des tels modèles génératifs, mais pourquoi pas générer aussi des images de nos lecteurs. Et ça ensuite, ça nous aide beaucoup parce qu'une fois entraîné, comme je viens de le dire, on peut accélérer la simulation. Ça coûte pas cher au niveau de calcul de générer beaucoup d'images qui nous servent pour faire nos analyses. Alors ça, c'était l'histoire numéro 2. Maintenant, on va prendre un peu plus de temps, parce que ce n'est pas encore vraiment établi. La troisième question, est-ce qu'on peut automatiser la découverte de nouvelles physiques au-delà de notre modèle standard? Et pour faire ça, je dois introduire l'idée d'une hypothèse, et c'est effectivement à quoi pourrait ressembler le monde autour de nous. Et on a déjà établi, on a des problèmes ouverts qui sont la motivation pour les théoriciens de postuler des nouvelles particules qui sont introduites, ces nouvelles particules, pour régler un ou plusieurs de ces problèmes-là. D'accord? Ok. Une fois on s'est engagé pour une hypothèse, comment on peut, une extension de ce modèle standard, on peut faire un test. Alors maintenant, on va faire le test. Est-ce que cette hypothèse est vraiment réalisée en nature ou pas? Et pour ça, il faut les données, nos données. Alors, ici, j'ai fait l'hypothèse qu'il existe un partenaire supersymétrique de Quark. On utilise un langage et les physiciens dans la salle savent ce sont des diagrammes de Feynman. On peut les lire, nous on peut les lire vraiment comme le langage, c'est des particules qui se rencontrent en espace, ça c'est espace, ça c'est le temps. En fonction du temps, à ce point-là, une interaction de partenaires supersymétriques de temps sont produits, c'est des intègres en d'autres particules. Alors, tout est prédit par cette théorie. Alors c'est bien, maintenant on peut utiliser notre simulation pour prédire qu'est-ce qu'on s'attend voir avec notre caméra, le détecteur. Une fois on a cette prédiction, on peut concevoir un test optimal pour tester est-ce que l'hypothèse est correcte, oui ou non. Il y a des théorèmes qui nous disent exactement comment concevoir les tests, et encore une fois, c'est basé sur l'apprentissage automatique.
ça et on produit des graphiques qui nous permettent de quantifier est-ce qu'une certaine hypothèse est soutenue par les données ou pas. Et ce qui nous intéresse de nouveau, c'est un des graphiques très, très compliqués. On va se concentrer sur la ligne rouge et toutes les hypothèses, alors chaque point est une hypothèse, toutes les hypothèses au-dessous sont exclues, ne sont pas compatibles avec les données. Tout ce qui est là, autour, on n'a pas assez d'informations. Soit on n'a pas assez de données, ou l'algorithme n'est pas assez performant pour dire quelque chose. C'est inconclusif. Et alors on peut faire ça pour une hypothèse, on peut modifier l'hypothèse, on peut répéter, on fait ça plusieurs fois, des centaines de fois, avec des centaines d'hypothèses, et on arrive à d'autres cours qui nous disent, oui, ça, c'est pas réalisé en nature, ou les autres hypothèses, on peut pas encore dire un mot là-dessus. Il y a plein de défis qui sont liés à cette sorte d'analyse des données. Alors, numéro 1, on essaie de séparer un signal qui est vraiment comme une aiguille dans une botte de foin. Alors, il y a une douzaine d'aiguilles dans une botte d'un billion de données. Ouais, c'est à peu près le rapport pour le boson Higgs. Ouais. 1 sur 1 billion. Alors, comment réduire le bruit de fond? Comment jeter tout le foin, mais on veut retenir tous les aiguilles qui nous intéressent, le signal. Alors, on va faire ça. On dit on veut faire ça avec une haute efficacité et une haute pureté. Alors, le cas idéal, on retient que les aiguilles, petit a, on a jeté tout le bruit de fond, mais en réalité, ce n'est pas possible. On a toujours une perte, on perd de signal, et aussi, il y a toujours le bruit de fond qui reste, même avec les meilleurs algorithmes. Maintenant, si on sait exactement ce qu'on cherche, on peut utiliser les algorithmes qui ont été établis, par exemple, pour la classification des images. Si on veut classifier maintenant les images des chiens et des chats, qu'est-ce qu'on fait? On le sait déjà. On va juste entraîner un de ces modèles avec des tas de photos. Sur côté gauche, on va faire que les photos avec les chiens. Alors, il y a des humains qui ont étiqueté chaque photo. Ok, j'ai pris une photo d'un chien, je mets à côté ici à gauche, photo d'un chat sur l'autre côté. Et maintenant, on peut dire l'algorithme, ok, apprends que ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, etc. Et l'algorithme, une fois entraîné, peut produire plus des réponses correctes. Si on montre maintenant une nouvelle image de soit un chat en chien, on peut, avec une haute efficacité, pureté, isoler soit les chiens, soit les chats. Et ça, on a fait ça des milliers de fois. Ça, on a utilisé à peu près 10 000 des années des personnes pour faire des analyses. On a parlé des milliers de personnes qui travaillent dans des telles expériences. Mais malheureusement, jusqu'à présent, la recherche des nouvelles particules au-delà de le standard, on a les mains vides et on fait des résumés des choses qu'on n'a pas trouvées. Alors ça, c'est toutes les choses qu'on n'a pas trouvées. Alors, chaque ligne, c'est une hypothèse avec quelques propriétés qui décrivent qu'est-ce que les signatures dans les lecteurs, la quantité des données. Et normalement, il y a plus ou moins un paramètre qui décrit ce modèle. C'est un modèle simplifié. Et on peut dire jusqu'à, c'est normalement une masse, donc c'est l'échelle d'une masse ici, jusqu'à cette masse, on peut exclure que cette hypothèse est réalisée en nature. Tac, 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 et on a tout ça. On peut montrer ça maintenant à nos amis théoriciens, et ils peuvent peut-être modifier les théories pour nous proposer de nouvelles hypothèses à tester. Alors, l'autre question on peut se
combien des signatures possibles on a déjà testées. Si on prend toutes nos données et on les met dans les boîtes, voilà, par exemple, on a des 1 million de données, voilà, on a 1 million de boîtes, et dans chaque boîte, on met 1 million de données. Alors, on peut faire 1 million de tests. Combien de tests on a déjà fait et combien de tests il reste à faire. Et alors, c'est pas facile à vraiment faire cette séparation en boîte, mais on peut, avec quelques suppositions, on peut faire ça. Par exemple, ici, la supposition est on cherche un certain signal qu'on appelle résonance, un excès comme ça, et on trouve là où vous avez le 0, ça veut dire qu'on n'a pas encore regardé. Et alors, en gros, peut-être on n'a pas encore regardé dans le bon endroit. Et je fais une comparaison de la période devant la découverte de l'ozone et après. Alors, avant 2012, on savait, le modèle nous a dit qu'il devait avoir quelque chose, soit un X ou quelque chose qui ressemble à un X. Alors, on savait exactement où regarder, et on a trouvé à cet endroit, c'est pas du tout. Après le boson de X, il y a des personnes qui disent on n'a aucune idée. Oui, on a plein d'idées, mais si on a trop d'idées, ça veut dire. Ça rend notre recherche beaucoup plus difficile. Et le problème est, si on n'a pas d'exemple, si on ne peut pas montrer notre algorithme la théorie alternative, on ne peut pas entraîner un algorithme qui peut nous donner un test optimal pour tester cette hypothèse. Alors, ici j'ai un exemple simple. Alors, on cherche quelque chose de rare, vous voyez, des aiguilles dans le botte de foin. Mais rare ne veut pas dire nécessairement que c'est intéressant. Si vous lancez une pièce de monnaie et vous cherchez une pièce qui est anomale, et vous ne savez pas anomale de quelle manière, vous lancez cette 10 fois et c'est pile 9 fois. C'est assez rare de trouver 9 fois pile sur 10, mais ça ne veut pas dire que ça, c'est la pièce qui est anormale, parce que oui, c'est rare, mais je ne vous ai pas dit de quelle manière la pièce est anormale. Alors, c'est juste pour vous dire, juste chercher quelque chose qui est anormal, qui est rare, ça ne suffit pas. Il faut avoir l'information sur l'alternative. Alors, si on ne peut pas utiliser la théorie pour nous guider, peut-être qu'on peut nous laisser guider par les données. Comment c'est possible? Bon, je viens de vous dire qu'il faut des exemples pour entraîner. Alors, si on a cette hypothèse, il y a quelque chose, un signal dans les données, ça veut dire qu'il y a des exemples de ce signal dans les données. Alors, on peut l'utiliser pour entraîner un algorithme. Alors, ça, c'est l'idée. Alors, on fait la même classification. On va revenir sur cet exemple. Chien, chat, photo de chien, photo de chat. Mais cette fois-là, on remplace ce tas ici avec des vraies données. Dans les données, on a dit, on regarde une photo, on ne sait jamais s'il y avait un X là-dedans ou pas. Et peut-être on a cette hypothèse, il y a quand même une petite portion des chats parmi des chiens parmi les chats. Et avec ça, cette information, alors imaginez-vous, quelqu'un vous montre ça et ça, vous dites, ah, il y a quand même des photos qui sont différentes ici. Alors on peut apprendre à séparer les deux catégories. Et ça suffit pour construire un test qui est optimal pour séparer ce signal de bruit de fond. Alors, au lieu d'utiliser la théorie en principe nous donne une belle manière de séparer, de simuler une théorie et de simuler un bruit de fond. Maintenant, on va abandonner ça, mais on va pas utiliser la théorie, on va l'abandonner, et au lieu, on va remplacer la théorie avec les données. Alors, on n'a plus
cet échantillon de signal pur pour entraîner nos algorithmes. On va remplacer par les données qui sont comme les aiguilles dans le mode de foin. Il y a beaucoup de bruit de fond, mais un petit signal quand même. Et si on montre assez des exemples, entre ça et ça, on peut quand même arriver à séparer bien les événements, les images jaunes des images bleues. Alors, à la fin, on peut réduire le bruit de fond et avec cette classifieur optimale. Et une fois qu'on est dans, alors maintenant on a réduit les nombres de fois, on enrichit en signal, et une fois qu'on est dans cette situation, en principe, on peut utiliser des mécanismes qui sont bien établis pour voir et pour mesurer un tel signal. Alors, à ce moment-là, il nous reste 10 minutes, si je comprends, 15 minutes peut-être, et peut-être je vais sauter quelques diapositives qui sont... la seule chose que je voulais dire, il faut toujours faire des suppositions. On ne peut jamais faire un test sans faire des suppositions. Mais au lieu d'aller dans les détails ici, je vais sauter, si vous permettez, et je vais aborder un autre sujet. Alors, maintenant, vous avez la chance, si ça c'était un peu trop dans les détails, on peut rattraper maintenant, ouais, parce qu'il y a un nouveau sujet. Et j'aimerais bien parler des modèles et comment les modèles dominent le monde. D'accord? Et on va commencer avec des simples exemples. On a des modèles physiques. Alors, on peut parler de Newton, les lois de Newton, l'électrodynamique, de Maxwell, peu importe. Et on peut les mettre sur le tableau. Je vous ai montré le modèle standard sur les t-shirts. Et c'est assez simple. On peut lire ça comme une phrase avec des symboles. C'est paramétrique. Peut-être c'est pas facile à vraiment apprécier et interpréter, mais on peut le lire. Ok, alors c'est une sorte de modèle qu'on utilise dans la physique. Une autre sorte de modèle, c'est les humains qui utilisent, on va dire, le bon sens pour vraiment gérer comment marcher à travers le monde et survivre. Et par exemple ici, pour dire est-ce que ça va s'effondrer ou pas, si on fait une calculation au modèle physique, ça prend des pages et des pages de calculation. Mais nous, on peut prédire, ah oui, probablement, à ce point-là, ça va s'effondrer ou pas. Alors, ce sont des modèles qui sont très efficients, pas besoin beaucoup de calcul, mais qui sont inaccessibles. C'est là-dedans. Il faudra les couper pour vraiment mettre quelque chose comme... dans Matrix. Matrix. Oui. Masque, oui, c'est ça. Connexion ici pour voir là-dedans. Et maintenant, on va introduire une troisième sorte de modèle, l'intelligence artificielle, on peut les entraîner avec des exemples. Ce n'est pas une boîte noire. Souvent, on dit, ah oui, non, c'est pas juste... Tout est là, on peut regarder, c'est accessible. Tous les paramètres sont là, mais le problème est qu'il y a juste trop de paramètres. Il y a des milliards, des billions de paramètres. Alors, ça reste quand même très complexe comment interpréter une fonction avec 1 million de paramètres. Ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, on préfère quelque chose qui est compréhensible par un humain. Des milliards, des billions, ça ne marche pas. Mais juste pour montrer encore une fois pourquoi les modèles sont si utiles. Est-ce que vous connaissez ce tableau? Est-ce que vous avez vu ça déjà avant? Alors, ça, c'est le tableau de Rudolphine qui a été créé par Tycho Brahe il y a longtemps, et après Johannes Kepler qui a publié ça. Et c'est un catalogue de toutes les étoiles. Et ça continue. Et ça ne sert pas à grand-chose, mais c'était M. Kepler qui a réalisé, on peut juste résumer tous les tableaux avec les jolies ellipses qui décrivent comment se déplacent les planètes autour des
voyez ici que les modèles, il faut se rendre compte, sont tous faux. Ouais. Même ce modèle-là, c'est la relativité générale qui est plus juste. Même ça, c'est pas juste parce qu'il y a le quantique qui n'est pas connecté avec la relativité générale. Mais c'est peu importe. C'est quand même ce qui nous intéresse, c'est très utile. On a des modèles qui sont simples pour simplifier notre vie. On n'a pas besoin de beaucoup de calculs d'énergie pour les appliquer. On peut innover avec, c'est exploitable. Et ça sert aussi pour prédire, on va parler de cette prédiction dans un instant, comme une machine à prédire qu'on peut tester, qu'on peut classifier. Mais non, ce problème des paramètres, des milliards, des billions de paramètres de données, on appelle ça aussi la malédiction de la dimensionnalité. Et je vous montre ici l'exemple du jeu qui s'appelle Go. Je n'ai jamais joué moi-même, c'est un jeu très complexe. Et si on regarde juste les nombres de positions sur ce Go possible, on arrive à un chiffre qui est estimé à 10 puissance 170. Ah, c'est énorme. Je vous mets ici en comparaison les nombres de particules en l'univers, c'est seulement 10 puissance 80. Ok, alors la question est, comment on peut apprendre un tel jeu avec ici un tel nombre de possibilités? Alors la force brute ne fonctionne pas, mais quand même, AlphaGo a réussi à maîtriser le jeu et battu tous les champions du monde avec ça. Et comment c'est possible? Alors, une explication est que la nature et toutes les choses naturelles, toutes les choses autour de nous, ne sont pas arbitraires. Alors, dans cet énorme nombre de possibilités, il y a seulement certains qui sont réalisés en nature. Ce sont des manifolds qui sont très bien structurés, et il apparaît que les réseaux neuronaux sont extrêmement bien à modéliser ces systèmes naturels, bien structurés. Par exemple, ici aussi, AlphaFold qui peut décrire les protéines. Et alors, ces modèles, maintenant, nous servent à explorer ces espaces qui sont vastes dans une manière efficace. Je vous montre un autre exemple, on appelle ça le bio-inductif. Alors, si je vous montre des données ici, alors ça c'est une simplification en une dimension, et je vous demande de modéliser ça. Les modèles génératifs peuvent estimer les probabilités de trouver les données, même dans des endroits où il y a très peu ou pas de données aussi. Alors ça, le modèle fait une sorte de supposition qui, on trouve que ça marche bien pour tous les problèmes qu'on peut concevoir. Alors, c'est cette idée de faire des suppositions. Et, ok, j'ai un autre exemple qui est peut-être un peu complexe, peut-être je vais sauter là-dessus, qui dit la même chose, et je voulais arriver à comparer ça avec la physique. Alors, revenir sur nos amis Newton, Einstein, quantique, et comment nous, on a inventé des modèles, et le problème que on ne peut pas prédire quand est-ce qu'on va trouver la prochaine avancée, prochaine nouvelle théorie qui nous aide à décrire le monde. Alors, comment nous, on le fait? Comment on prépare des nouveaux Einstein? Alors, on va commencer ici, à ce point-là, et maintenant je vais comparer sur le côté gauche comment on a les modèles jusqu'à présent qui sont, on dit, étroits, spécifiques aux tâches. C'est comme si un bébé, tout ce qu'il va apprendre toute la vie, c'est devenir un charpentier, et rien d'autre. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'on fait. On commence avec un pré-entraînement générique. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'école, étudier, et ce sont des tâches, lire les maths, et
ce n'est pas nécessairement utile directement pour devenir un charpentier ou quelque chose d'autre, mais on trouve qu'une fois on est là, on a tout dans nos mains, on est bien préparé pour n'importe quel boulot. Alors, avec un tout petit peu de fine-tuning, on peut maintenant spécifier ce modèle qu'on a entraîné pour devenir soit un torseur, ou un charpentier, ou un avocat, ou un scientifique. Mais la plupart de l'apprentissage, c'était ici. Et ça nous a pris plusieurs années. Et ça prend beaucoup de données. Et c'est un peu l'idée aussi dans la prototype d'un modèle de fondation. Et c'est lié à comment on apprend. Et je vais juste... ok, alors l'idée est comment on peut maintenant traduire cette manière d'apprendre pour les algorithmes, pour les réseaux neuronaux. Et l'idée est de l'entraîner à l'algorithme de telle manière. On va prendre de nouveau des photos. Alors on va montrer une photo, et on va dire il faut prédire qu'est-ce qui manque. On va enlever quelque chose, on va masquer une partie, et on va essayer de prédire est-ce que pour compléter cette photo. Et ça marche très bien comme manière d'entraîner de s'entraîner pour apprendre qu'est-ce que c'est une image et comment générer, par exemple, un visage comme nous avons. Et on fait la même chose pour le langage. On prend une phrase, comment allez aujourd'hui? Alors, ça va masquer ce mot-là. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, le modèle a appris comment prédire le mot le plus probable. Alors ça, c'est un paradigme qui est un paradigme d'entraînement qui est universel et qui est en principe simple à appliquer à n'importe quelle autre donnée. Alors pourquoi pas appliquer ça à notre donnée de physique? Et on va utiliser ça pour modéliser la structure des noms physiques des particules. Alors on a fait ça. On appelle ça, on va masquer par les mots dans le langage, on va masquer des particules, ça représente ici certaines particules, on va masquer des parties ici, et on va entraîner l'algorithme de telle manière de nous prédire des choses qu'on a enlevées, et ça c'est une tâche proxy qui est appropriée pour conduire l'apprentissage et ça devient un modèle significatif qui est capable utile pour d'autres tâches qu'on fait après. Alors, on décrit ça comme ça, on a plusieurs modalités, on fait une connexion entre les modalités, on les entraîne d'une telle manière pour avoir un modèle qui est significatif, utile pour n'importe quelle autre tâche qu'on peut faire après. Et ici, on a montré que ça marche vraiment. Alors, on a ce modèle qui a été entraîné avec cette masquée et prédiction. Et maintenant, on montre que certaines tâches, on peut améliorer. On a besoin de 10 fois moins de données pour la même facteur de qualité. Alors c'est bien parce que c'est réutilisable et ça rend les choses plus vite. Maintenant j'ai une dernière petite chose pour vous et ça c'est la différence entre, on a parlé de la langage et de la physique, nous on aimerait bien comprendre notre modèle. Alors on revient à cette question comment interpréter des modèles qui ont plein de paramètres. Et c'est une question ouverte dans notre domaine. Alors je ne veux pas vous proposer des solutions, plutôt des propositions. Par exemple, il y a cette idée qu'il y a un espace interne de ce modèle. Alors à l'intérieur, c'est comme dans notre cerveau, à l'intérieur,
il y a un espace qui est peut-être universel, qui peut représenter la réalité, peu importe de quelle manière on communique la réalité. Par exemple, on peut communiquer la réalité en images, on se fait ici, on montre des images, ou on peut l'écrire en mots. Et dans les deux cas, on peut montrer, ça ressemble à la même chose à l'intérieur de cette intelligence artificielle. Alors, une question est, est-ce qu'on peut faire la même chose avec la physique? Est-ce qu'on peut ajouter la physique ici d'une manière? On appelle ça la représentation, l'hypothèse de représentation platonique. Pourquoi platonique? Parce que Platon a proposé ça il y a très longtemps. Il a raconté le mythe de la caverne de Platon. Et l'idée ici, c'est nous, les scientifiques, qui observent la nature avec nos sens, avec nos instruments. Mais la vraie nature reste cachée, inaccessible à nous. Et l'idée est peut-être avec cette représentation interne, on peut s'approcher un peu de la vraie nature avec cette représentation universelle qui peut décrire comment la nature est vraiment. Et M. John Mill, un physicien, il a dit que ça devrait être très simple, très beau, de manière de décrire la nature comme ça. Alors, il reste à se demander, est-ce qu'on va être sans emploi, les physiciens, en particulier avec cette hypothèse d'échelle? Tout ce qu'il faut, c'est le calcul des modèles plus grands, où entrent les connaissances des physiciens ici, ou est-ce que ça vaut la peine de encoder nos connaissances physiques directement dans le modèle? Encore une fois, c'est une question ouverte, on travaille là-dessus. Peut-être on peut le transformer en une leçon douce amère. Alors là, il parle d'une leçon très amère, que tout ce qu'il faut, c'est calcul, mais peut-être on peut conclure que les choses qui sont vraiment faciles à apprendre, pas besoin de l'encoder à un modèle. Ils vont l'apprendre eux-mêmes. Juste en regardant les exemples, ils vont comprendre comment décrire dans la représentation interne. Mais il faut probablement un certain équilibre entre la mise à l'échelle aveugle et les biens inductifs qui, alors ça veut dire encoder la physique. Je reviens vers les transformeurs. Je vous ai montré les transformeurs, c'était cette facteur 6 en facteur de qualité. Cette architecture est de 2017, mais ça règne encore. C'est cette auto-attention, et je ne peux pas vous expliquer tous les détails, mais effectivement, ça va auto-apprendre quelles caractéristiques sont importantes ou pas importantes dans un ensemble de données. Et ça semble extrêmement utile. Ça marche pour l'échelle, pour l'apprentissage, pour la recherche, et on se demande vraiment, est-ce qu'il y a une autre architecture, est-ce qu'il y a une vie après cette architecture de transformeur? On les cherche encore. Alors, pour conclure, 3 choses à retenir. La symbiose entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. On est en train de repousser les limites de ce qui est possible pour les humains. On a parlé des billions de données, des billions de paramètres. Je me réjouis que l'IA existe. Ça nous apporte une certaine complémentarité. On peut travailler ensemble et avec ça, on soit finalement prêt pour aborder n'importe quel prochain gros défi qu'on planifie. Je crois que ce soir. Avec ça, je vous remercie. Bravo.